Bonjour Nassim, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Bah écoute, trop bien, je suis trop content de te recevoir. C'est tout le plaisir est pour moi. Donc aujourd'hui, nouvel épisode du podcast Cargo Family. On reçoit Nassim qui est donc le directeur France d'Alpha Airlines. C'est ça. Donc tu vas vite nous expliquer ce que tu fais. Avant de passer la parole à Nassim, je vous rappelle, donc Cargo Family, le podcast. On a un secteur transport logistique qu'on souhaite mettre en avant. On a des acteurs incroyables Ok, avec super. des histoires de vie qu'on a envie de partager. Très bien. Donc Je c'est suis. ça. C'est pour ça que vous êtes là. Ouais. Donc voilà Nassim, ravi de t'avoir aujourd'hui. Bah, tout le plaisir est pour moi, Mathieu. Merci beaucoup de m'avoir invité. En plus, on se connaît un petit peu. Alors, avec Nassim, Très bien. on s'est croisés chez un transitaire quelques mois, je crois. Quelques mois, ouais, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, on avait pris plaisir à travailler ensemble. Ouais. Donc, avant de partir sur ton parcours un petit peu, voir comment tu es rentré dans le transport, est-ce que tu peux Yes. nous rappeler en quelques mots ce que tu fais, qu'est-ce que c'est Alpha Airlines? Et puis voilà, expliquer un peu aux gens qui ne connaissent pas. Ouais, tout à fait. Alors, Alpha Airlines, pour être très factuel, c'est tout simple, c'est un GSA. C'est-à-dire que c'est un représentant de compagnie aérienne. Donc, Ok. il va gérer en gros toute la partie, donc un GSA en général gère toute la partie fret d'une compagnie aérienne qui se concentre, elle, sur sa partie passager. Pour les compagnies qui mixent passagers et cargo. Après, tu as des compagnies aériennes qui font que du cargo et qui, au lieu d'ouvrir en propre, comme certaines compagnies, comme par exemple Emirates, qui a ses bureaux en France, qui s'occupent du cargo, de toute la partie fret cargo de Emirates. Et bah, tu as d'autres compagnies qui font appel à des GSA qui gèrent toute la partie fret pour leur compte. Voilà. Ok. Écoute, on va vraiment creuser. Moi, ça m'intéresse. On va parler Bien compagnie sûr, aérienne, mais fret. On est absolument. toujours dans le cargo. C'est ça, Là, tu vas expliquer. J'espère qu'on va avoir quelques tips aussi sur bien comment sûr, ça se passe en compagnie. bien Et sûr, donc, si je comprends bien, vous êtes un intermédiaire, vous gérez la partie fret. absolument. Donc, on est vraiment dans notre activité. Donc, la première question que j'ai pour toi, Ouais, que je dis-moi. pose à peu près à toutes les personnes qui viennent, Vas-y, dis-moi. comment tu tombes dans le cargo? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce par passion? C'est toujours intéressant de voir le premier pied. Écoute, j'ai fait mon premier stage chez AAO, Action Air Overseas. C'était un stage de BTS, Ok. pour être Quel, franc avec toi. quel BTS? BTS Commerce International, Ok. à Joliot-Curie d'Amarie-Lélis. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré. J'avais pour optique de partir sur des licences en commerce international, etc., pour avoir accès à ce métier. Hein. J'ai été chez un transitaire, mais la partie fret m'intéressait vraiment énormément. Et en fait, on m'a expliqué que ce que regardaient d'abord les recruteurs, c'était l'expérience plutôt que les diplômes, en réalité. Pas Ok. forcément ce qu'on nous donne comme information à l'école. Donc, j'ai choisi d'arrêter après mon BTS et d'essayer de trouver un travail de suite dans le fret. Donc je suis parti avec ma petite pochette après être descendu par le bus sur Roissy, et je suis parti déposer des CV chez toutes les sociétés qui me semblaient faire du fret, hein, tout simplement. Ok. Donc voilà, et j'ai rencontré une personne qui a déposé mon CV sur la table d'un responsable d'époque de Alpha Airlines, la société dans laquelle Ok. je suis actuellement. Ah, incroyable. Ah, c'est ça. Et je suis rentré du coup chez Alpha Airlines la première fois il y a bien 10 ans. Ok. Ah, c'est marrant parce que tu fais un BTS commerce international C'est ça, qui est assez généraliste. tout à fait. Et en fait, le stage, tu sais, je trouve ça bien. Tu vois pourquoi j'ai besoin de raconter un petit peu le démarrage? Mhm. C'est que c'est vraiment ton stage. Tu dis, OK, je veux faire ça. C'est ça, Tu dis, OK, j'ai pas besoin. Et je pense que tu as raison. On est dans un métier où c'est bien, un bac plus 3, bac plus bien 4, c'est sûr. bien. Mais on peut travailler avec un bac plus 2. C'est ça. Et donc, voilà, OK. Et à l'époque, il n'y avait pas de LinkedIn pour postuler. Bah, Tu à vas vraiment l'époque, donner non, ton il y avait pas, CV. enfin, il y avait pas forcément de LinkedIn. Et puis après, j'ai toujours eu ce côté-là un petit peu. Bon, je vais parler. Voilà, j'ai pas 50 ans non plus, mais ce côté un petit peu à l'ancienne, euh, qui dit que déposer un CV en main propre et Mhm. pouvoir avoir une chance de discuter avec l'employeur en direct sans qu'il y ait de rendez-vous, etc., que ça se passe au feeling, je pense que c'est plus qualitatif qu'une personne qui envoie son CV par mail parmi tant d'autres, etc. Si tu peux essayer de choper entre guillemets l'instant présent et puis marquer le coup en t'exprimant ne serait-ce que 2-3 minutes, ça peut faire la différence pour le recruteur dans sa période de recrutement, justement. Écoute, je partage vraiment ton conseil parce que Super. je trouve qu'on y revient. Ouais, Il y a eu la période, moi aussi, hein, moi je suis de 1983, donc tu vois, ça fait quelques bien années, sûr, où on déposait les CV pour chercher une alternance, bien sûr. on faisait du porte-à-porte. Mhm. Il y a eu cette période LinkedIn, digital, Tout à fait. et en fait, il y a tellement de monde
qu'aujourd'hui, moi, j'ai des gens moi, qui passent à l'agence, qui toquent et qui donnent leur CV. Et tu as raison, ça a un vrai impact. Et en Bien fait, sûr. on revient, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, il y a peut-être tellement de digital Ouais. qu'on revient un petit peu au porte-à-porte qui fonctionne bien. Donc, c'est peut-être un tips pour les gens qui cherchent aussi une alternance. Je Revenez pense. peut-être au basique, Je pense. back to basics. Ouais, exactement. Non, mais c'est ce que je prime. Mhm. Le contact est très important. Et avec le Covid, etc., ça c'est vachement. Le contact physique, c'est vachement restreint. Maintenant, on jure que par la digitalisation, que par même le téléphone, hein, soit même le téléphone. Quand tu veux avoir des gens au téléphone, c'est plutôt bon, écoute, envoie-moi un mail tout de suite, etc. On n'arrive pas à voir les personnes dans l'instant présent. C'est toujours reporté, mais reporté pas par téléphone, pas par un rendez-vous physique. C'est toujours reporté par une digitalisation, reporté par mail, par contact LinkedIn, voilà. Il n'y a pas vraiment de prise de contact comme on le faisait avant. Ouais, je suis assez d'accord, mais moi je suis ravi de voir que ça revient en tout cas. Ouais, Et pour les gens également. qui ont le sens commercial un peu comme toi, on en reparlera, Bien sûr. je pense que c'est important. Donc là, tu trouves ton premier emploi, Tout à fait. tout de suite chez un GSA. Exactement. Est-ce que tu connais à l'époque ce que c'est ou tu découvres? Comment ça se passe les premiers pas? Je découvre. C'était compliqué dans mes débuts parce que c'est quand même, on est quand même dans une partie, pour la partie aérienne surtout, on est vraiment dans une partie qui est assez péchue, entre guillemets. On demande d'être très très réactif, donc ça laisse pas forcément de place des fois aux potentielles erreurs. Et aussi, une erreur peut vite engendrer d'autres erreurs et faire un effet boule de neige. Et voilà, donc ça m'a mis une grosse pression quand on m'a expliqué ça au début. Après, de toute façon, des erreurs, on en fait, on en fera. Ça fait partie du job et de la formation. Maintenant, voilà, il y a une vraie pression au départ pour moi sur cet aspect, sur l'aspect erreur qu'on peut faire, etc. Maintenant, je pars du principe aussi où la meilleure formation, c'est quand tu es vraiment baigné dedans à 100%. Baigné à 100%, faut pas trop chercher à se faire petit, à pas trop entreprendre. Je pense que justement, il faut entreprendre et au final pas avoir peur de l'erreur. C'était peut-être mon erreur à l'époque d'ailleurs, de vouloir pas trop toucher par peur de faire une erreur. Mais c'est quelque chose que j'ai compris assez vite parce que à un moment donné, je me suis dit de toute façon, on y va et puis on y va. Pareil pour l'anglais. L'anglais, c'était quand même un gros frein au début. Et je n'osais pas prendre les lignes en anglais par peur d'être ridicule auprès des collègues, etc. Et puis au final, j'ai pris le téléphone. Des fois, ça a été un peu long. On a triché à Google Traduction. Désolé à tous les clients, à tous les clients qui m'ont attendu en train de taper leurs phrases sur Google Traduction. Mais voilà, on y arrive. Et puis maintenant, voilà, c'est plus du tout un frein. On est baigné dans l'anglais tous les jours, donc c'est très bien. Puis c'est une fierté aussi de se dire voilà, au départ je suis arrivé, je connaissais pas forcément le métier, et puis là on en est là où c'est un métier, voilà, je peux en parler pendant des heures et des heures sans problème. Donc, écoute, voilà. déjà c'est hyper inspirant, tu sais, pour les jeunes qui nous regardent, c'est de se dire ok, après un BTS on peut commencer avec Bien un sûr. anglais moyen. Alors bien sûr c'est mieux d'avoir un bon anglais, mais moi je suis un peu comme toi, j'avais un anglais pas terrible. Ouais. D'ailleurs j'ai pris 2 ans de cours, je suis parti en Angleterre pour essayer d'avoir un niveau Bien sûr. un peu correct, et tu vas finir directeur 10-15 ans après. Ouais. Alors bien sûr, hein, on va regarder, bien sûr faut bosser, bien sûr faut être impliqué, mais on peut en tout cas apprendre le métier et évoluer. Tout à fait. C'est vraiment un métier, je pense, aujourd'hui on peut. Hein. On peut. Après, faut s'en donner les moyens. C'est ce que je dis toujours, faut s'en donner les moyens. Oui, bien sûr. Je fais souvent des interventions dans des écoles pour expliquer justement aux jeunes que voilà, tout le monde rêve d'être, enfin tout le monde rêve. Après, je dis ça, mais c'est pas forcément vrai parce qu'il y a des gens qui souhaitent pas forcément être directeur. Hein. Ça existe et c'est aussi très bien. Il y a des gens qui veulent pas avoir plus de responsabilités que ça. C'est aussi très bien, c'est un choix d'être relativement tranquille, je dirais, dans ces missions. Et tu as d'autres personnes qui visent vraiment un côté carrière. Mais quand tu écoutes je dis les jeunes, voilà, quand tu écoutes les jeunes maintenant, surtout issus des écoles, tout le monde va embrasser une carrière importante, avoir des titres ronflants, directeur, etc. Mais quand tu creuses un petit peu, en fait, personne ne veut s'en donner les moyens réellement. Tu vois. Et c'est là où j'explique à chaque fois aux jeunes, j'ai dit, mais de toute façon, c'est simple. Il y a un poste exactement pour des centaines de candidats. Si vous êtes là pour faire de la figuration et faire comme beaucoup, c'est-à-dire attendre que ça se passe et pas s'en donner les moyens, c'est pas possible.
faut se démarquer faut se démarquer de la concurrence, en fait. Faut se démarquer des autres candidats. Et comment on s'en démarque pour une prise de poste en tant que responsable, etc. On arrive au début manager, team leader, etc. Et ensuite, on arrive à des titres comme directeur. Mais comment on fait? Comment on fait? Il faut se démarquer et c'est par le travail. C'est par le travail, c'est par la présence d'esprit, par le sentiment de comment je peux dire, voilà, le sentiment d'appartenance à l'entreprise aussi. Ça, c'est super important de représenter l'entreprise, de représenter ses valeurs. Ça, en général, celui qui va te donner concrètement ta promotion, il le voit. Et en général, en tant que directeur, on aime ça. Quelqu'un qui défend vraiment son entreprise, les couleurs. Ça se perd aussi beaucoup. Et moi, je trouve que c'est super important. Donc, quand on se donne corps et âme pour l'entreprise, en général, ça fonctionne. Attention, pas forcément, c'est pas forcément à 100% vrai, c'est pas forcément dans 100% des cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on attend que ça se passe et si on fait le minimum, comme les autres, comme si peut-être potentiellement d'autres candidats. Si on fait juste son job, ça suffit pas. Ça suffit pas. Je suis vraiment d'accord avec toi. Pour rebondir, déjà dans les écoles, je pense que c'est bien d'avoir des interventions. Ouais. Tu sais, il y a aussi le souci, c'est que les écoles, elles font le boulot. Hein. Attention, j'interviens là-bas et ça se passe très bien. Mais quand tu as un bac plus 3, un bac plus 4, un bac plus 5, tu peux pas leur annoncer qu'ils vont repartir en bas, qu'ils vont partir comme opérateurs. Mais c'est ça la réalité. C'est la réalité. Donc hélas, on leur vend des postes de responsables et tu as une classe de 30 et il n'y aura pas 30 responsables. Non. Donc je pense que tu as raison, c'est bien de leur rappeler. Les postes de responsables, ils seront à votre portée pour ceux qui se démarqueront. Je suis entièrement d'accord avec ça. Voilà. Et juste pour finir aussi sur le sujet, tu sais, nous, Cargo School, on forme des agents de transit qui sont en reconversion souvent. Tout à fait. Et je leur dis, vous pouvez évoluer, mais vous n'êtes pas obligés. Il y a des gens, c'est vous qui créez un petit peu votre poste. Vous pouvez juste suivre la procédure qu'on vous donne. Pas de souci, hein. 9h, 17h, ça convient très bien. Si vous voulez évoluer, allez être curieux, allez chercher des meilleurs achats, allez trouver des meilleures options, allez proposer des choses. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous voulez évoluer, c'est ça. Donc on est un peu d'accord, c'est faire un peu plus. Absolument, il faut aller chercher l'info. Ouais, faut aller chercher l'info, faut pas. J'ai déjà eu le cas de figure avec des nouveaux arrivants qui sortaient de l'école, etc. Où moi j'aime bien faire chercher les gens, par exemple. Tu vois, j'aime bien. On me pose une question, je pousse le truc jusqu'au bout. À ton avis, quelle serait la réponse? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, voilà, on me donne quelques arguments. Je dis, écoute, essaie de trouver la réponse. On en reparle à la fin de la semaine. Ok, mais franchement, Mathieu, dans 90% des cas, à la fin de la semaine, j'ai pas cherché, c'est pas grave, laisse tomber. Au final, ça va être des personnes, pour la plupart, qui vont attendre que la réponse vienne à eux. Je comprends, mais au final, tant mieux, tu sais, je me dis tant mieux, parce que heureusement qu'on n'a pas 100% qui veulent devenir manager, parce qu'il n'y a pas de place. Et en fait, je me dis que tant mieux, il faut... Effectivement, chaque personne a la bonne place, il faut juste trouver sa bonne place. Il y a des gens qui seront opérateurs, d'autres qui seront managers, d'autres qui iront sur le commerce. Et c'est ça qui est bien notre métier, c'est qu'il y a toutes ces évolutions possibles. Tout à fait. Il faut juste les bonnes personnes à la bonne place. Donc, exactement. Bon, je reprends un peu le fil rouge. Ouais, je t'en prie. Donc là, mais forcément, nous, on va débattre, on va analyser le sujet, c'est un peu l'idée. Donc là, tu commences chez Alpha Airlines, première société, tu restes combien de temps? Est-ce que ça te plaît, cette partie contact avec les compagnies? Ça me plaît énormément, le contact avec les compagnies, surtout qu'on est, j'ai toujours dit qu'on était derrière le rideau. C'est-à-dire que on était en contact avec des transitaires, du coup, les transitaires qui étaient nos clients, qui sont nos clients. Et en fait, le transitaire, une fois qu'il confie son fret à la compagnie aérienne, pour la plupart, ils ne savent pas ce qui se passe derrière le rideau. Quand tu livres ton fret chez WFS, en général, voilà, ton job est entre guillemets fait, tu transfères ta responsabilité au GSA, à la compagnie aérienne qui va gérer ton fret jusqu'à l'arrivée à destination. Et en fait, j'ai toujours aimé ce côté un petit peu, pas secret, mais en fait, on est vraiment derrière pour ça je dis derrière un rideau, parce que les transitaires, pour la plupart, savent pas forcément ce qui se passe derrière, connaissent pas forcément tous les intervenants, tous les tenants, les aboutissants, et en fait, leur expliquer ça à la plupart de mes clients, moi je trouve ça vachement intéressant. C'est pour ça que je propose toujours à mes clients, et je l'ai toujours fait, voilà, si vous voulez que je vienne expliquer, qu'on illustre avec des photos, si vous voulez venir à l'aéroport pour voir votre fret être chargé dans l'avion, le suivre de A à Z, emmener des collaborateurs avec vous,
c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. C'est génial. Ça me fait et je le prends sur mes week-ends, hein, par exemple. Je l'ai fait avec quelques clients un samedi matin, à 6h du matin, se donner rendez-vous à Liège pour des envois qui sont assez caractéristiques. Voilà, lui expliquer, lui dire, bah tiens, c'est comme ça que ça se passe dans le magasin. Puis après, le client, tu vois qu'il est tout de suite réceptif. Et dans son parcours futur, c'est ultra important parce que tu touches vraiment ton envoi du bout des doigts et tu tâtes vraiment la chose. Tu te dis, ok, c'est comme ça que ça se passe. Et là, en fait, le discours est plus le même. C'est vraiment, on parle vraiment le même langage de A à Z, tu vois. C'est presque un partenariat plutôt que... Absolument. Parce que je te rejoins. Moi, je suis un ancien transitaire et c'est vrai qu'il y a une certaine opacité. Tout à fait. À partir du moment, pour résumer aux gens, où le cargo, le fret est remis au magasin de la compagnie aérienne. C'est ça. Une fois qu'on l'a remis au magasin de la compagnie aérienne, nous, on ne sait plus ce qui se passe. Exactement. On sait que ça part 5 ou 6 heures après et on n'a pas de visu. Et bon, alors quand tu es expérimenté, tu commences à comprendre. Bien sûr. Mais effectivement, expliquer aux équipes comment ça se passe, parce qu'eux-mêmes, il faut qu'ils expliquent à leurs clients, les exportateurs. Je trouve ça hyper intéressant. Ça consolide la relation, de toute façon. Bien sûr, ça consolide la relation, c'est super important. Et même dans ton travail de tous les jours, c'est mieux illustré. Il y a des questions, du coup, qui ne tombent plus. On m'a déjà posé la question de me dire, attends, l'avion, il y a 2 heures de retard, comment ça se fait ? Viens, je vais te montrer pourquoi, tu vois. Et là, du coup, c'est des choses super importantes. Donc forcément, c'est ce côté-là, c'est un côté ludique pour moi, hein, de montrer, d'expliquer. C'est vraiment très bien. Et je suis au milieu, c'est-à-dire qu'en tant que GSA, on a la partie communication avec les clients, et la partie communication avec la compagnie aérienne. C'est-à-dire que la compagnie aérienne a des attentes que le client n'a pas forcément, et vice versa. Donc du coup, tu dois faire la balance entre les deux et tu dois consolider tout le monde. Donc, tu es vraiment au milieu, quoi. Et ton intérêt, il est autant vers la compagnie aérienne que vers le client. Donc, bah voilà, t'as un peu t'as un peu ce rôle-là de balancier et je trouve ça vachement intéressant. Moi, je kiffe. Ouais, non, ça se voit. Et alors, juste qu'on comprenne bien, ouais, je t'en prie. Si je comprends bien, tu as 2 clients. À la fois, tu reçois le fret des transitaires. Tout à fait. Et toi, ton client, tu travailles pour le compte de la compagnie aérienne. Exactement. Donc, si je comprends bien, c'est des compagnies aériennes qui ne veulent pas s'installer à ces Roissy, en propre, qui veulent pas. Pourquoi elles ne s'installent pas? Parce qu'elles n'ont pas assez de volume ou parce qu'elles préfèrent. Donc, elles sous-traitent un petit peu toutes les opérations fret. Tu t'occupes vraiment de l'ensemble jusqu'au chargement de l'avion, c'est ça Exactement. Bon, le chargement est fait par d'autres intervenants, mais grosso modo, on s'occupe de vendre la capacité des compagnies aériennes qui nous ont employés, tout simplement. Qui nous ont employés. Après, c'est pas forcément un choix que les compagnies aériennes ne veulent pas. Ça peut être un choix stratégique, ça peut être un choix de coût, ça peut être tout à fait un choix de connaissance du marché. Tu as de nouvelles compagnies aériennes qui n'ont pas forcément, et à juste titre, logiquement, qui n'ont pas de connaissance du marché français, mais qui savent très bien que c'est un marché qui est porteur, qui est très intéressant pour une compagnie aérienne en termes de fret. Alors du coup, ils veulent s'y installer, mais par manque de connaissances, ils vont choisir un GSA, ce qui est un choix judicieux au final. Ouais, plutôt que d'engager tout de suite des gros coûts à recruter, etc., de perdre énormément de temps, on va prendre un GSA qui baigne déjà dans ce milieu et qui fait déjà ça au quotidien. Donc il y a un contrat qui va suivre. Et ensuite, le GSA s'occupe de. Vous faites quoi? Vous faites la réservation, la gestion des capacités. D'abord, il y a la cotation. Donc, on fait les prix, ok. Voilà, on fait les prix, tout à fait. Donc, on fait les prix en corrélation avec les directives de la compagnie aérienne, bien entendu. Okay. Donc, on fait les prix aux clients. Ensuite, s'il y a demande de réservation, on fait la réservation. Donc, on réserve la capacité directement auprès de la compagnie aérienne. Et ensuite, on s'occupe de préacheminer le fret. On peut faire des départs usines chez certains clients pour des lots qui sont plus volumineux. Et on livre ensuite aéroport de départ. Et ensuite, c'est la compagnie aérienne qui prend leur relais avec son handler qui s'occupe du chargement à proprement dit de l'avion. Ok. Écoute, c'est hyper intéressant parce que je trouve que c'est une activité qu'on utilise souvent en tant que transitaire, mais qu'on ne connaît pas trop. Donc moi, je suis ravi de creuser ça avec toi. Donc, au final, vous faites la même chose que si la compagnie était en propre, mais en fait, ils externalisent cette gestion du fret. Absolument. Et vous travaillez avec plusieurs compagnies. Absolument. Un GSA peut être représentant de plusieurs compagnies aériennes. Okay. Donc, ce qui est encore plus intéressant parce que tu peux faire de la Chine le matin, tu peux faire des US l'après-midi, tu peux faire de l'Inde le soir. Donc, c'est vachement diversifié, varié. Et tu as plusieurs... moi, ce que j'aime bien, ce que j'ai toujours aimé d'ailleurs, c'est plusieurs contacts tous les jours. C'est-à-dire que demain, je vais aux États-Unis.
en personnel, en perso. Mhm. Je vais aux États-Unis, j'envoie un message à une vingtaine de personnes, on peut se voir, je trouve ça super. Et après, il y a un contact qui se fait, il y a un partenariat qui se crée, etc. Et tu peux le faire dans chaque pays où tu vas des agents, tu as des contacts de compagnies, etc. Donc en fait, c'est vachement ton réseau, il est diversifié 1000 fois. Et en fait, moi je trouve ça magnifique. Pouvoir aller chez un mec à qui tu parles toute l'année par mail, tu l'as jamais vu, pour pouvoir aller chez lui, t'invite aux États-Unis. Ouais, top. Top, c'est super. Il te montre des endroits, voilà. Et c'est une relation que tu garderas ad vitam aeternam. Il va jamais l'oublier, parce qu'on n'est pas beaucoup à le faire, c'est vrai. Ouais, c'est pas beaucoup à le faire. C'est un micro-milieu, alors je crois que vous êtes... C'est un micro-milieu, parce qu'au final, tu regardes, tu comptes le nombre de transitaires et tu comptes le nombre de GSA. Bah, après, heureusement qu'il y a pas autant de nombre de GSA que de transitaires, mais il y a beaucoup moins de GSA qu'il n'y a de transitaires. Donc on est beaucoup moins que ça. Donc du coup, il y a un contact aussi entre nous. Je salue tous mes concurrents que j'apprécie beaucoup. Les confrères, salut les confrères. Les confrères, vous êtes les bienvenus aussi, hein, on invite tout le monde. Bien sûr. Je veux vraiment faire découvrir cette partie un peu, comme on disait, opaque, un peu cachée, donc ça, Ouais. je suis ravi. Je reviens un petit peu sur le fil. Là, tu es chez Alpha pendant combien d'années? Alors, je suis chez Alpha pendant quelques années avant de... Comment t'évolues alors? Tu fais quoi après derrière? C'est quoi Bah écoute, tout simplement, je suis passé agent de réservation. Ok, Mon premier emploi, premier poste entre guillemets. Ensuite, je suis passé responsable opération. ok. Et ensuite au commercial. Ils appellent ça inside sales, donc la personne qui fait que les cotations pour les clients. Et ensuite, donc, je suis passé outside sales. Ok. Voilà. Et après, je suis parti quelques temps plus tard, vers de nouvelles horizons. Donc, tu pars où derrière? Derrière, je suis parti chez un concurrent, Flyus, Ok. où j'ai pu obtenir le poste de sales manager Ah, chez sympa. Flyus. Bon, l'évolution déjà en quelques années. Hein. Ouais, en quelques années, belle évolution. Je le prends. J'étais très content. J'étais très content de cette évolution. C'était un tremplin pour moi. Toujours un GSA, Flyus? Toujours en GSA. Tu absolument. restes un peu dans ce que tu connais? Absolument, Ok. absolument. Donc voilà, je suis parti de chez Alpha, chez Flyus. Voilà, ça s'est très très bien passé. J'étais très très content de travailler avec eux. Donc là, tu es dans la vente, tu es commercial, ça te va bien quand même. Nous, on te connaît. Ça me va bien. T'es un super commercial. Ça me donc, va bien. Bah, j'aime bien le contact avec les gens, et j'aime bien le contact avec les gens, et c'est quelque chose de primordial pour moi. Et puis je me sens très bien dedans, comme un poisson dans l'eau, et voilà. Après, le contact avec les gens, je trouve ça important. Il y a aussi beaucoup de contacts avec mes concurrents que j'apprécie vraiment. On se parle souvent quand je vais en commercial pour voir des clients, j'essaie de caler un ou deux concurrents dans l'eau, parce que c'est super important de garder un bon relationnel. Donc c'est pour ça que je suis souvent chez mes concurrents qui ont du bon café. Donc je suis souvent chez eux pour parler de s'informer du marché, etc. On se dit voilà comment ça se passe chez toi, etc. C'est super important, et entre concurrents, et j'aime pas d'ailleurs ce terme concurrent. Non, c'est plus parce qu'en vrai, on dit confrère. Confrère, oui, voilà, confrère, oui. mais en soi, on est dans la même. On n'a pas choisi, si tu veux. La vie a fait qu'on est arrivé à cette boîte et toi dans une autre, mais quelque chose près, on aurait pu échanger les rôles. C'est ça. On aurait pu être collègues 1000 fois. Après, j'aime bien. Tu sais, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent confrère, mais si tu dis confrère, mais comme derrière tu mets un couteau dans le dos, appelle-moi concurrent en fait. Donc en fait, en vrai, il n'y a pas de problème à dire concurrent si c'est une concurrence saine, en vrai. Oui, absolument. Donc, bah tu oui. dis concurrent, mais ça se passe bien. Oui, bien sûr. Après, le terme concurrent est un peu négatif. Ouais, on ne sait pas pourquoi, en fait. Parce qu'au final, dans la définition de concurrent, il le peaufine avec confrère, mais ce qui compte, c'est juste la relation que tu as avec les gens. Absolument. Peu importe le nom. Mais je te rejoins. Et tu sais que quand on dit que tes concurrents sont tes futurs clients, regarde, moi j'étais en concurrence à l'époque sur le recrutement avec des sociétés comme Rivershell ou comme avec Steve Jaouen, des gens comme ça, et on se parle, on prenait des cafés. Et aujourd'hui, c'est mes clients sur Cargo Family. Et en fait, tu peux pas mentir. Ça veut dire que si à un moment où tu étais en concurrence, bah, tu n'étais pas sympa. Enfin voilà, donc je pense que la relation humaine, elle est comme ça. Concurrent, confrère, client, peu importe. Il y a un moment où on travaille tous ensemble. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est top. On travaille tous ensemble, et c'est vraiment important de garder une bonne relation avec tout le monde. Donc là, en tout cas, directeur commercial chez Flytrans. Flyus, excuse-moi. Ouais. Non, j'ai des copains chez Flytrans, c'est pour ça. Ouais. Transitaire, salut au passage. Ouais, salut. Donc pareil, tu évolues, tu développes quoi, les clients transitaires? On développe les clients transitaires, des compagnies, on va chercher des compagnies, on va chercher des
Des clients, c'est ce qu'on fait tous les jours en soi. Hein. On achète des clients en fonction des compagnies qu'on représente, parce que du coup, forcément, si tu n'as que des compagnies PAX, tu vas pas chercher des envois très volumineux. Si c'est l'inverse, justement, tu vas aller chercher des envois volumineux, tu vas te positionner sur des niches market, des marchés de niche, tout ce qui est aéronautique, périssable, pharma. Donc, c'est en fonction de tes compagnies aériennes. Et comme tu peux représenter plusieurs compagnies aériennes, forcément tes besoins sont aussi vachement diversifiés. Tu vends plusieurs produits donc, en fait. Voilà, absolument. Donc tu as un panel de clients qui est vachement important, diversifié. Tu en as qui sont spécialisés dans le périssable, d'autres pas du tout, qui font que du général cargo, d'autres que des animaux vivants. Voilà, donc tu parles avec un panel très important de clients. Ah, mais ça te va bien, parce que tu sais, moi ce que je retenais de toi lors de ton passage, moi je trouvais que tu avais une facilité à amener des solutions. En tout cas, c'est ce que je tiens. Et en fait, je comprends pourquoi. Parce que quand tu représentes, je sais pas moi, 4, 5, 6 compagnies aériennes avec tellement de lignes différentes, tellement de produits différents, je pense que tu as appris à jongler, tu me dis si je me trompe, entre la bonne solution pour la bonne personne. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je suis d'accord avec toi. Après, moi, c'est vrai que j'aime à dire que j'ai un réseau qui est diversifié et assez important. Et attention, c'est pas du tout... faut le prendre dans le bon sens. Je suis pas du tout en train de me jeter des fleurs. Mais le réseau, c'est ultra important. Et je suis quelqu'un qui parle assez, qui parle beaucoup, qui a le contact facile. Et on en revient à ce qu'on disait au début, le contact physique est super important. Donc à chaque fois que j'ai un nouveau contact qui vient à moi, je vais le voir, systématiquement. Donc en fait, ton réseau, il s'amplifie de jour en jour avec cette méthode. Et le fait d'aller le voir, la personne se dit, il vient me voir, il me considère vraiment. Et en parlant, la personne a une image de toi que tu choisis de renvoyer. En général, c'est une bonne image qu'on veut renvoyer. Hein. Et donc, du coup, le contact se fait, mais se fait de la meilleure manière. C'est-à-dire que, du coup, je ramène des solutions parce que aussi, j'ai ce réseau-là qui est fiable et qualitatif. C'est-à-dire que j'ai vraiment des gens qui veulent bien me rendre des services. C'est-à-dire qu'on a déjà fait des envois sur lesquels on a eu des problèmes parce que ça fait partie intégrante du métier. Quand on a des problèmes, je ne dis pas que ça me va, mais c'est très excitant parce que du coup, la mission, elle change totalement, c'est résoudre le problème. On a déjà fait embarquer des moteurs avions à 1 heure du départ du vol alors que c'est totalement interdit. Au départ, on nous disait non, impossible, etc. Mais avec des contacts, tu peux tout faire. C'est l'essence même du truc, en fait. Avec des contacts, tu peux vraiment tout faire. Mais il faut avoir des bons contacts. Un contact, c'est pas simplement avoir le numéro dans ton téléphone. C'est avoir vraiment un passif avec la personne, avoir eu un meeting avec cette personne. Elle connaît tes attentes, elle connaît ton tempérament, elle sait ce que tu peux lui ramener, etc. Donc elle se dit, je lui rends un service, demain, c'est quelqu'un sur qui je vais pouvoir compter à 100%. Et c'est comme ça que ça se fait, et c'est comme ça que je fonctionne, et le réseau, c'est comme ça qu'on met en place un réseau, mais vraiment un réseau qualitatif. Parce qu'avoir le contact dans le téléphone, ça, pour moi, c'est pas forcément, c'est pas un réseau. Enfin, c'est un réseau, mais un level un petit peu, un cran un peu en dessous. C'est avoir des gens, des partenaires sur qui tu peux compter. Absolument. Ouais, tu sais, ça me rappelle, et c'est pour ça que les métiers sont liés. Quand j'étais transitaire, on disait aussi beaucoup, ta force, c'est ton répertoire. Mais comme Absolument. tu dis, tu as un répertoire. Pas une checklist avec différents numéros. Oui. C'est les gens que tu connais, sur qui tu peux compter. Moi, je ne l'ai pas fait, mais par exemple, les gens qui travaillent en maritime, je sais qu'à un moment, quand il y a eu la grève dans les ports, ceux qui avaient des contacts dans les espèces de hangars à ciel ouvert pour stocker les conteneurs en attente, ils ont gagné des frais de stockage et de démarrage énormes. Moi, je me rappelle une fois une anecdote que j'avais partagée sur LinkedIn. J'ai les push LTA de toute la semaine. On me dit dépose-les avant de partir chez toi. Je suis au téléphone, je rentre chez moi. Les push, ils sont dans la voiture. Ça peut arriver. Là, ça peut arriver. Le responsable qui appelle. Et là, tu appelles ton entrepôt, ton magasin. Tu leur dis, les gars, j'arrive dans 1 heure, attendez-moi. Si tu n'as pas créé quelque chose avec ces gars-là, Nassim, comment ça se passe? Pourquoi ils le feraient? Écoute, Mathieu, c'est trop tard. La clôture, c'est 18h. C'est ça. Et là, les mecs, ils attendent 19h, 19h15. Tu leur renvoies le push sous le rideau qui se baisse. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Alors, c'est à petit niveau, mais toi, ça doit être encore à plus grande échelle. Et je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ces relations que tu as créées. Et comment ça se crée? Le temps de prendre un café, le temps de se recevoir. Comme tu dis, prendre du temps pour la personne, c'est important. C'est important. Et on n'a pas toujours ce temps. C'est important. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais tu dois le trouver.
Tu dois le trouver parce que et après c'est là où on en vient aussi à ce qu'on disait au début, c'est qu'il faut accepter des fois de prendre du temps sur ton perso. Oui, J'en prends énormément. Je suis d'accord avec toi. En fait, de 9h à 17h, tu n'as pas ce temps-là. Pas. En plus, toi, tu me parles des contacts que tu as à Liège. Je sais que tu travailles beaucoup avec Liège, avec Amsterdam. Avec Liège, avec Amsterdam. C'est vraiment là-bas que tu te fais tes Cologne, contacts. etc. Ouais, j'imagine, ça prend du temps. Ouais, tout à fait. Ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps, mais tu prends sur ton perso. Hein. Je compte pas toutes les vacances où à la place de prendre des billets pour aller quelque part, je suis allé à Liège en vacances. Pas Liège en week-end. C'est sympa, il y a quelques trucs à faire, mais bon, mais en général, j'ai pris quelques rendez-vous. Voilà, un samedi, tiens, écoute, je suis dans le secteur, samedi midi, et des fois, j'ai déjà fait 3 heures de route, 3 heures de route aller, 3 heures retour, juste pour un rendez-vous. Mais le jeu en vaut la chandelle. À la fin, c'est des gens qui te rendront un service. Tu parlais tout à l'heure de stockage. On s'est déjà vu refuser du fret à la porte de la compagnie aérienne, avec le chauffeur, plus d'heures, etc. Il fallait trouver un entrepôt à minuit, on l'a trouvé. En 2-3 coups de fil, c'est réglé. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à te rendre service parce que ils savent très bien qu'un jour tu vas leur rendre l'appareil. Et c'est ce que je fais. Je rends même plus de services que. Ce que je veux dire, comment c'est comme un service plus parce que les compagnies aériennes, elles sont pas censées fournir ce service-là. Donc en fait, il semblerait qu'en travaillant avec toi, avec tes structures, on a le service de la compagnie aérienne classique et éventuellement l'accompagnement en cas de problème, en cas de choses à mettre en place. C'est peut-être ça aussi qui est apprécié des clients. Absolument. Et puis, en tout cas, je n'aime pas parler forcément de moi à la première personne, mais on est là un peu pour ça. Mais je suis quelqu'un qui a vachement d'empathie. C'est-à-dire que j'ai par exemple beaucoup de clients. Maintenant, les temps sont vachement durs. Tout le monde se bat un petit peu pour avoir des envois. J'ai beaucoup de clients qui me disent, écoute, là sur ce dossier-là, ça peut arriver. J'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur sur ce dossier-là. J'ai besoin absolument de ton aide pour avoir ce trafic, etc. Ça m'est déjà arrivé et j'en fais même assez souvent d'avoir des dossiers à zéro, de faire des dossiers à perte pour aider mes clients. C'est quelque chose que je fais. Je dis pas trop bien fort. Je dis pas trop fort. Ils vont tous... le dossier gratuit. Non, mais je veux dire, c'est des choses ultra. Tu sais accompagner les clients sur le moyen terme, on va dire, même long terme. L'idée, c'est pas juste un envoi. Exactement. Exactement. Non, pour moi, le métier, c'est pas ça. C'est pas juste un envoi, etc. Malheureusement, des fois, ça se passe comme ça. Hein. C'est ça. J'ai déjà fait des dossiers à zéro pour aider des clients et puis je les ai jamais revus, jamais eu au téléphone. C'est pas, bien sûr, c'est pas du tout ce qu'on vise. Heureusement que tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est important parce que voilà, ça crée un contact, ça crée un partenariat. Là, on n'est plus dans le commercial qui vend quelque chose à un client. C'est vraiment là, on rentre dans un partenariat. C'est-à-dire qu'on est dans la même galère, on est ensemble. Voilà. Ouais, j'aime bien ça. Bien ça. T'as bien résumé. Voilà. Je pense que je vais la mettre en highlight sur LinkedIn. En devise. Bon allez, vas-y. je te la prête. Pas de souci. Ça marche. Alors moi, ce qui m'intéresse, donc là, tu développes. Je sais que tu es passé un moment côté transitaire. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu cette transition sur un métier voisin, enfin cousin presque? Je suis passé un moment chez le côté transitaire parce que je suis quelqu'un qui a soif de connaissances. Et au même titre que j'étais derrière le rideau, j'avais besoin aussi d'être de l'autre côté. Parce que c'était quelque chose de très opaque. Je comprenais pas il y a plein de choses que je comprenais pas sur la partie transitaire. Je comprenais pas pourquoi les transitaires étaient des fois aussi pressants, aussi pressés. Je comprenais pas les enjeux d'un transitaire. Ouais, mais le vol, il y a un débarqué. Pourquoi autant de... Parce que ça arrive, les débarqués, ça arrive tous les jours. Mais pourquoi autant d'agacement pour un débarqué d'une journée? Il y a beaucoup de pourquoi. Il fallait que je vois cette partie-là, donc j'ai eu l'occasion de le faire. Donc je suis allé côté transitaire pendant quelques temps. Et j'ai compris. J'ai compris que les clients que nous, on a, donc les transitaires, sont pas du tout les mêmes et pas du tout la même mentalité que les clients de nos clients, c'est-à-dire les exportateurs. Les exportateurs. Ouais, c'est ça, ou importateurs. Voilà, oui, c'est ça. Donc là, tu as vu les clients, les clients de la base, enfin, c'est ça. Le donneur d'ordre. Exactement. Et là, tu as vu un petit peu les incidences et les exigences un peu de. Absolument. Et là, j'ai compris nos chers clients, nos chers amis, les transitaires, et là, je me suis plus posé de questions. À partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait comme une très très grosse pression de la part des exportateurs sur les transitaires et que de même que le transitaire, c'est pas forcément pour la plupart ce qui se passe derrière le rideau, c'est encore multiplié par 10 côté chargeur, côté exportateur, principal, voilà, côté client principal. Donc ce qui expliquait certaines fois
l'insistance, la pression que pouvaient subir les transitaires. Et là, je l'ai compris tout de suite. Tu sais que c'est intéressant, et moi je trouve ça fou, c'est que pour que l'envoi soit fait de A à Z, il faut ces différents acteurs qui travaillent Bien ensemble. sûr. Et en fait, ils ne se connaissent pas. Non. Tu as le transitaire qui organise, qui confie au transporteur routier, le transporteur routier, le premier de la chaîne, il a pas trop d'idées sur l'impact du retard qu'il peut avoir. Absolument. Après, tu as l'entrepôt. Ensuite, tu as les différentes documentations. Tu peux avoir un sous-traitant douanier. Ensuite, tu as un sous-traitant, soit compagnie aérienne. Et en fait, ils travaillent tous ensemble pour le compte du donneur d'ordre. Ils ne se connaissent pas. Tu as raison. Bien sûr. Et petite anecdote, moi, j'ai bien aimé il y a 2 ans, quand il y a un magasin de handling transitaire Oui. qui nous avait demandé de venir former ses équipes à comprendre qu'est-ce qu'était le métier de transitaire. Ils voulaient Super. comprendre pourquoi il y avait un peu tous les pourquoi. Et on avait essayé d'expliquer, voilà les impératifs de transitaire, voilà pourquoi on vous demande de bien étiqueter les colis. Enfin, je trouvais ça intéressant de former un peu les différents acteurs sur qui fait quoi. Et ça se fait pas beaucoup, ça. Non. Au final. Donc, Ça se fait pas beaucoup. Je comprends que tu aies voulu voir un peu ce côté. Ouais, ça se fait pas beaucoup. Moi, je le propose, par exemple. Je l'ai souvent proposé à mes clients transitaires de dire voilà, si demain vous voulez qu'on fasse une réunion avec l'exportateur, que moi je puisse expliquer, que je puisse apporter une certaine image de ce qui se passe derrière le rideau, et ben en général c'est très bien pris, très bien accueilli, et ça facilite grandement les échanges. Mais sincèrement. C'est vrai. Parce sincèrement. que j'avais la question, on se demandait des fois, est-ce que les transitaires, ils n'ont pas aussi cet intérêt à laisser un peu de flou à leurs clients? Parce que malgré tout, moi, par exemple, les transitaires, on n'aime pas quand des anciens opérateurs passent clients, parce qu'ils connaissent tous les rouages. Tu le suis? Donc c'est intéressant de voir que c'est bien pris par les clients et que ça se fait de plus en plus. Alors, on lève un peu ce rideau. J'irais pas à dire que ça se fait de plus en plus, parce que je le propose gentiment, mais je veux dire, j'ai pas entendu du moins d'autres personnes le faire. Je pense pas qu'il y ait forcément de rouage, tu vois. Je pense que le rouage est relativement simple. Le secret, il est sur la marge, sur la partie tarifaire en soi. Après, ce qu'on fait au quotidien, c'est relativement, moi je le vois relativement simple. C'est-à-dire, voilà, il y a une exportation ou une importation, c'est toujours les mêmes, à peu près, toujours les mêmes intervenants, toujours les mêmes parties prenantes. Donc en fait, il n'y a pas forcément de rouage, donc il n'y a pas forcément de secret. Parce qu'au final, ce qu'un transitaire fait, l'autre peut le faire. Tu vois, à quelques moyens opérationnels près. Par exemple, il y a des transitaires qui vont avoir des magasins, d'autres pas. Mais l'essence même du travail, la base, on fait tous la même chose. Tu vois, donc il n'y a pas forcément de rouage. C'est juste que l'exportateur, à mon sens, il est à des années-lumière. Pourtant, il n'est pas très loin. Mais il a des années-lumière de savoir ce qui se passe en compagnie aérienne. C'est pour ça que des fois, on a des exportateurs qui... C'est peut-être pour ça de toute façon, c'est pour ça aussi qu'ils payent l'organisateur de transport. Absolument, c'est absolument. Pour lui dire, bah écoute, ça c'est ton job. Je pense qu'il y a certains exportateurs, ils disent, bon ok, c'est ton job, je te laisse. Mais pour rebondir, moi qui suis plutôt dans la transparence, moi je trouve que c'est important d'impliquer l'exportateur pour qu'il comprenne. Absolument. Il y a un blocage douane, qu'ils comprennent pourquoi, que le transitaire fait le maximum. Moi, je pense que, et c'est pour ça que je suis content qu'on lève le voile, pendant longtemps, je te dis, moi, je suis persuadé que pendant longtemps, on a voulu garder ça opaque, que c'était voulu. Ouais, c'est possible. Je te donne vraiment, c'est mon avis. Et aujourd'hui, on est plus dans la transparence. Tu as bien sûr LinkedIn, les gens font, tu sais, le bulletin in public, qui montre vraiment tout ce qui se passe dans les coulisses. Et nous aussi, je pense qu'on a intérêt à montrer comment ça se passe, à éduquer les clients. Ils n'aiment pas qu'on dise ce mot-là, mais il faut éduquer les clients pour qu'ils comprennent nos problématiques. Et je pense que une personne informée, elle comprend beaucoup mieux qu'une personne qui comprend. C'est exactement ça. Elle comprend beaucoup mieux et au final, tout se passe mieux dans ta journée. C'est-à-dire que du coup, tu n'as pas un client qui est sur ton dos, qui te pose des questions qui te paraissent évidentes. Tu vois, pourquoi il y a un contrôle douane? Écoutez, il y a un contrôle douane, il y a une raison, ou pas, des fois. Mais en tout cas, il y a un contrôle douane, on ne peut pas y déroger, c'est comme ça. On a déjà des exportateurs qui ont fait eux-mêmes des étiquettes sur lesquelles ils se sont trompés d'une lettre, d'un chiffre, et ils ne comprennent pas. Pourquoi ça retarde toute une expédition? Venez, on va vous expliquer. Venez, on va vous expliquer. Et du coup, cette question-là, ce sentiment d'injustice, la prochaine fois, peut-être que le client il va faire plus attention. Et même s'il ne le fait pas et que la même erreur se reproduit, il ne va pas être sur le dos du transitaire en disant écoutez, c'est inadmissible, etc. Mais bon, heureusement que tout le monde n'est pas comme ça. On ne fait pas une généralité, mais c'est vrai que. En tout cas, non, l'info, je pense que l'info est importante. L'info est super importante. On a des gens qui aussi rendent des comptes. On oublie ça. C'est que le client principal, lui, rend des comptes à ses approvisionneurs, à son toujours. Et donc, je pense que, en tout cas, moi, je suis vraiment partisan de
informez vos clients un maximum sur le process, comment ça se passe, de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes expliquer à leurs intervenants, parce qu'en fait, il y a tellement de gens impliqués. Donc, en tout cas, moi, je veux bien passer ce message-là. Ouais, avec plaisir. Donc, ça marche. Donc là, en tout cas, donc là, tu passes côté transitaire. Est-ce que j'ai vu, donc tu repars, qu'est-ce qui se passe à un moment? Est-ce que une fois que tu as vu comment ça se passe, tu es de nouveau attiré par le GSA? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, j'ai toujours été de toute façon plus côté GSA compagnie aérienne. Après, le côté transitaire était super intéressant. J'ai zéro regret là-dessus parce que ça m'a apporté énormément de connaissances et j'ai simplement eu l'opportunité de revenir chez Alpha Airlines, mais cette Donc fois-ci en tant que directeur ça y est, France. là, on y est, ça y est. Là, on y est. Ok. Et revenir dans la boîte dans laquelle tu as commencé, mais en tant que directeur France, Wow. on crache pas dessus. Ah ouais, c'est un rêve, enfin, c'est un peu l'histoire parfaite en fait qu'on pourrait écrire, quoi. Bah ouais, enfin Tu oui. commences après Ouais. ton BTS, et puis 10 ans après, ou je sais pas exactement, 10-12 ans après, tu passes directeur de la même boîte, c'est top. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, j'ai saisi l'opportunité tout de suite et puis on est là. On est là. Donc alors là, dis-nous, maintenant on peut s'intéresser. Donc Alpha Airlines, c'est combien de personnes, le bureau, combien de compagnies, je sais pas si tu as le droit de les citer. Donne-nous un maximum d'infos là sur. Je vais pas forcément les citer parce qu'on va perdre trop de temps. Il y en a- Mais Depuis que je suis arrivé, 200 compagnies. c'est ça, 200 compagnies presque. Mais grosso modo, Alpha Airlines, on a plusieurs bureaux sur la partie européenne, sur le sol européen. Ok. Donc j'ai des confrères partout, des collègues partout. Donc on est en Italie, en Pologne, Allemagne, Belgique, Hollande, Norvège aussi. Donc voilà, on a assez diversifié sur le plateau européen. Donc pour des départs des principaux hubs, j'imagine, c'est quoi? C'est du CDG, Amsterdam, toujours où c'est comment ça se passe un petit peu? Toi, tu gères toute l'Europe ou toute la partie France seulement? Alors, on peut pas gérer que la partie France parce qu'au final, sur pas mal de nos compagnies aériennes, on a beaucoup de départs Europe. Donc Ok. au final, t'es obligé de te mettre sur la selle un petit peu européenne, comme mes collègues outre-France qui font la même chose que moi. C'est-à-dire que on est sur un marché européen. Donc D'accord. dans mon titre, j'ai pas forcément la casquette Europe, mais de toute façon, tu es amené à gérer cette partie-là parce que tes compagnies aériennes, tes intervenants sont pour la plupart sur la scène européenne plus qu'en France. Parce qu'il faut savoir que la France, sur la partie fret, a choisi de ne pas forcément être un acteur principal sur la partie fret. C'est-à-dire que tous les cargos sont au départ d'Allemagne, de Belgique, d'Amsterdam, et tu n'en as pas tellement en France. Quand tu dis tous les cargos, c'est les vols, c'est quoi? Les C'est vols tout cargo, c'est tout à ça? fait, les vols tout Donc cargo. ça veut dire qu'au vols départ de les vols tout Roissy, cargo. on aurait beaucoup de vols mix, PAX, donc passagers. Mais que et donc l'activité cargo, c'est pas tant développé que ça en France? Alors, moi je pense, après c'est mon sentiment Ouais. personnel, peut-être que je vais être critiqué pour ça, mais je pense que c'est peut-être un choix. C'est un choix, Ok. en tout cas. C'est un choix, c'est un aéroport qui est beaucoup plus axé sur le passager que sur le cargo. On est à des années-lumière de certains aéroports en termes de cargo. Je te parle d'investissement, je te parle de moyens, de moyens de sécurisation, de moyens de chargement. On est bien moins On est loin, bon on est un élève. peu loin, on peut dire. Voilà, On est loin de certains aéroports. On est loin de certains aéroports. Ok. Et tu compares avec l'aéroport de Liège, qui est en termes d'ampleur, un aéroport qui est bien plus petit, mais est bien devant la France, question cargo. Ok. Et d'ailleurs, ils sont tous les jours en pleine expansion, Liège. Que ce soit Liège, ça grossit Amsterdam, énormément. Francfort. Liège, Amsterdam, Francfort, Cologne, Mais c'est vraiment des hubs très importants pour la partie cargo. on le retrouve en maritime avec Le Havre qui peine un petit peu à rattraper Anvers et Rotterdam. Donc tu vois, écoute, ça serait intéressant. J'ai croisé le responsable du SICAF. Ouais. SICAF, donc, qui est donc le responsable de toutes les compagnies aériennes fret. J'espère le recevoir ici. Je lui poserai la question, à savoir effectivement quels sont. Je pense j'imagine qu'il y a pas mal de projets. J'espère qu'il viendra nous expliquer ça et enfin voilà, je te ferai le retour. Ok. Donc ok, ça marche. Et bon, aujourd'hui, t'es plus trop sur le terrain. J'imagine que tu as des commerciaux. Non, tu vas encore rencontrer Non, les clients? Toujours. Ok. Toujours, c'est mon essence. Ok. Non, je le fais énormément. Je le fais énormément. Après, j'ai pas de. Et ce qui a changé, c'est que j'ai pas de frontières.
Voilà, j'ai pas de frontières par rapport à avant. C'est-à-dire qu'à l'époque, en tant que simple commercial, je pouvais pas forcément prétendre avoir un rendez-vous avec le directeur de telle compagnie à Amsterdam ou quoi. Et maintenant, par contre, j'ai plus de facilité. Alors c'est absurde en soi parce que je suis la même personne, mais je pense que ça, tout ça c'est fait au titre, c'est fait par rapport au titre. Ce que personnellement je trouve, voilà, en France on aime bien, enfin en France aussi on aime bien mettre des titres ronflants, etc. Qui au final ne veulent pas dire grand chose, donc voilà, mais ça te permet d'avoir accès à certains. Moi, depuis que j'avais mis CIO sur ma carte de visite, ça marche. Hein. C'est vrai? Non, je l'ai enlevé. Tu l'as enlevé? Mais il y en a qui le mettent et c'est vrai. Non, ça. Mais et oui, ça marche. J'aime bien les titres. Mais après, quand même, Nassim, il y a vraiment. Je pense que tu as aussi une régularité depuis que tu es arrivé. Ouais. Vraiment, les gens te connaissent et malgré tout, comme je te dis, quand on dit Cargo Family, c'est vrai que c'est une petite famille, le cargo. Absolument. On se connaît rapidement et les gens, voilà, les gens comme vraiment, c'est pas parce que tu es là, mais les gens qui performent, on commence à les connaître et c'est ça qui t'a ouvert les portes. Donc aujourd'hui, voilà, tu es directeur et je pense que tu as des portes ouvertes sur des belles opportunités. Oui, c'est ça. Enfin, je pense que c'est un travail de longue haleine. Hein, c'est un travail de longue haleine, c'est ça. Après, j'en ai payé le prix fort aussi. Hein, c'est que il y a eu beaucoup de sacrifices aussi. Beaucoup de sacrifices depuis que je suis arrivé chez Alpha la première année. Bon. C'est pas mal de sacrifices. Là, ça va, là, ça roule maintenant. Ça roule très bien, très bien. Super. Merci beaucoup. Bah, écoute, en tout cas, moi, je suis content qu'on ait pu creuser un peu ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années? Plus de cheveux. Je sais pas si c'est possible, voilà. Mais des fois, on fait pas de magie. On fait pas de magie. Non, mais par contre, je voulais aussi préciser, Nassim, depuis qu'on te connaît, toujours impeccable. C'est pas juste pour le podcast. Moi, je t'ai toujours croisé vraiment toujours voilà, bien habillé. Tout. Vestimentaire, tu veux dire? Ouais, vestimentaire, toujours le top. C'est gentil. Et en fait, ça se démarque parce que c'est vrai que nous, on est toujours en mode un peu cool. Mais voilà, juste pour dire aux gens qui regardent le podcast, t'as toujours été comme ça depuis des années. Et j'essaye. Franchement, la classe. J'essaye. Bah, à un moment donné, j'ai eu une forte prise de poids. Je t'avoue que les costumes sont restés pendant quelques mois, au placard. Non, mais non, toujours classe. Franchement, bravo. C'est une belle image aussi qu'il faut. C'est bien. Merci beaucoup. Bah, écoute, je trouve ça important. Je trouve que c'est important parce que ça reflète un petit peu, un petit peu ce que tu es. Voilà, l'extravagance, c'est pas, je mettrais pas ce mot-là, mais tu te démarques et voilà, je suis quelqu'un qui aime bien ce que je fais. Je suis très content d'aller voir les clients, donc je suis jovial, donc mes costumes sont des fois colorés. On critique énormément. Ah bon? Non, mais gentiment, mais on me taille énormément sur la plateforme. Ouais, on m'appelle le sapologue aussi, parce que j'ai déjà mis des costumes 3 pièces bleu turquoise. Dit comme ça fait pas beau, mais ça le fait bien. Non, mais après, tu démarquer, t'as une image. Tu sais, aujourd'hui, on parlait de personal branding. Tu vois, moi, je lance un podcast, je suis sur LinkedIn, mais regarde, ça marche. Je suis absolument d'accord avec toi. Pour la petite histoire, il y a une cliente que j'avais pas vue depuis 8 ans. Et je l'ai recroisée par hasard dans un salon. Et j'entends oh, le sapologue. Ah, tu vois, truc de fou. Et je l'avais vu que quelques fois, 2-3 fois. Elle m'a dit oh, le sapologue. Et là, je me retourne. Et, cliente qui du coup on a repris contact et elle me dit sapologue. Donc en fait les gens se sont attachés à cette image là que moi j'aime bien, ça me va très bien. On lance la tendance sapologie. Mettez les costumes 3 pièces, vous nous faites exactement une capture écran, on le met sur le site. Bon, absolument. En tout cas, écoute moi Nassim, je pense qu'on est ok. Franchement on a balayé pas mal de sujets. Ouais. Tiens-nous au courant. De toute façon, où est-ce qu'on peut te contacter? Je pense sur LinkedIn ou par téléphone, le site internet, des choses comme ça. LinkedIn, absolument. LinkedIn, site internet, par mail, c'est très bien. Même pour boire un café, j'adore le café. J'en bois 5-6 par jour avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Super. Rendez-vous chez vous. Bon, écoute, merci Nassim. Merci à toi, Mathieu. Pour ce nouvel épisode Cargo Family, disponible sur YouTube, sur la plateforme cargofamily.com, rubrique média. À bientôt. Salut Nassim. À bientôt. Salut Mathieu. Ciao.